Welcome to our 11th session of our Bienvenue Oxygen à notre Therapy and Critical session. Care, the case-based series. Today we will be discussing essential emergency and Aujourd'hui, critical nous allons care. discuter We have les a fantastic panel for you les soins today. d'urgence et les soins With us intensifs. are Dr. Anna Maria Crawford from Stanford Nous avons University, Dr. Anna de Dr. Stanford Lise University, Mugureze, University of Dr. Rwanda, Liz de University of Dr. Rwanda, Tim Baker, Dr. Tim Karolinska Baker University Hospital, de Sweden, Karolinska and University, Dr. Bryant Shannon, Stanford University, Dr. Brian Shannon, Dr. Stanford Karima University, Khalid, Muhas, Dr. Tanzania, Karima, and Moi Dr. Fred University, Neame, Stanford University. and Dr. Fred de Stanford University. So before we begin, as always, Avant just de some brief commencer, Project comme Echo d'habitude, nous etiquette and allons housekeeping. Our vous rappeler programming quelques is règles. based on a Notre foundation of programme love and est respect. basé Please sur une respond more fondation kindly d'amour rather et de than respect. react if you disagree with something. It is everyone's Montrez du respect quand responsibility to keep the quand vous webinar a safe répondez. space. We will be using Quand the vous n'êtes pas chat d'accord avec function for quelque chose, questions and answers réagissez located poliment. in the middle of your screen. Nous Please send avons all questions through une the option chat pour box and feel free to chatter, introduce écrire yourself. des petits Please turn messages. on your video if Vous you pouvez can vous and vous position your présenter si vous webcam voulez. effectively to show your Vous face if you want pouvez and to capture the whole group. allumer votre vidéo pour qu'on If puisse you voir have any votre visage. issues, please send a Si vous message avez des through the problèmes chat to techniques, vous pouvez IT nous envoyer un Alina, message and she would be happy to assist you. avec le chat. The session is being recorded and your Cette attendance is session consent to be recorded. est Thank you. enregistrée et quand vous passez. Today there is interpretation available in French. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Si vous voulez une interprétation, vous pouvez choisir en appuyant sur l'interprétation et vous allez choisir la langue que vous voulez, français ou en espagnol. Ce sont les deux interprétations qui sont là et vous pouvez imiter l'option anglaise. Nous allons commencer avec Dr. Anna. Salut tout le monde, nous sommes contents de vous avoir encore aujourd'hui et nous avons un groupe de panélistes très génial. Nous allons commencer avec notre cas que vous pouvez trouver toujours à notre site de ressources. Donc vous avez l'email, c'est gratuit, vous pouvez accéder à toutes les ressources. Ces discussions ne doivent pas remplacer votre jugement clinique, mais nous avons l'invitation de vous ouvrir les yeux et vous donner plusieurs options pour vous aider à choisir. Nous voulons aussi dire que tout ce que vous allez trouver comme ressources, c'est gratuit. Donc, on ne vous a pas demandé d'argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme de 61 ans qui présente aux urgences avec un problème respiratoire pour 7 jours. Nos objectifs vous aident à changer. Ce sont des objectifs pratiques. Nos objectifs aujourd'hui sont, nous allons explorer les soins d'urgence, les soins critiques et les soins intensifs. Nous allons définir, nous avons énuméré quelques domaines. En rapport avec les soins intensifs, reconnaître que les soins intensifs est en continu. Nous allons définir les soins d'urgence et les soins intensifs. Nous allons reconnaître deux domaines, l'identification des soins intensifs et des soins intensifs. Nous allons déterminer les soins critiques utilisant les signes et les systèmes d'identification. Vous allez identifier les étapes cliniques qui sont nécessaires pour les soins intensifs et d'urgence. Nous allons reconnaître les composants. Nous allons analyser les gaps qui sont dans les institutions
quand nous sommes des patients avec, aux urgences et aux soins intensives. Nous allons être tous des avocats pour l'oxygène et l'augmentation des ressources pour les soins intensifs partout dans nos institutions. And with that, I just want to briefly talk about the oxygen crisis that I think we all are aware is occurring. Je veux juste parler d'un problème de la crise de l'oxygène que nous avons This actuellement. image is from the PATH oxygen crisis. We all Cette recognize image essential life-saving resource. montre le problème avec les besoins d'oxygène. C'est on montre que tous les pays en voie de développement ont besoin de 18 millions 100 000 mètres cubes d'oxygène par jour, environ 3 milliards de dollars. Ce sont les pays en voie de développement. Dans notre cas, je vais donner la parole avec un de mes panélistes pour continuer avec le cas. Nous travaillons dans un hôpital de district. L'hôpital proche avec les soins intensifs est très loin. Et le docteur qui travaille aux urgences vous appelle pour venir voir le patient qu'il veut admettre à l'hôpital. C'est un vieil homme de 66 ans avec 7 jours de dyspnée, vertige et diarrhée. Il dit qu'il se sent faible. Sa dyspnée s'aggrave avec le mouvement et sa tenue avec le repos. Il a reçu le vaccin Janssen 4 semaines avant. Signes vitaux, la fréquence respiratoire est de 27, la fréquence cardiaque 97, la tension artérielle 107 sur 59, la température 37,5 et il sature 91% sans oxygène. Aux urgences, on lui met sous oxygène 3 litres par minute avec les canules nasales et sa saturation est de 95%. Les objectifs pour ce premier cas, c'est explorer les soins aigus, critiques et intensifs, énumérer les domaines dans lesquels on peut appliquer les soins intensifs et reconnaître le continuum des soins intensifs. Nous allons introduire le Dr. Liz, qui est le HOD, qui est le Head of Department du département d'urgence et des soins intensifs à l'Université du Rwanda. L'OMS, les soins et ce sont les services que tu donnes qui peuvent sauver la vie. So you give this type of care to change the likely outcome of the patient. This implies Quels sont les soins que vous donnez pour changer le pronostic du patient? Les soins aigus interviennent dans les settings avant l'hôpital, peut donner les soins aigus aux urgences. Quand il y a une détérioration rapide de la condition du patient et on doit intervenir immédiatement pour augmenter les chances de survie du patient. C'est ça ce qu'on appelle les soins aigus. Comme je l'ai dit, les soins aigus peuvent être appliqués n'importe où. Avant d'être admis à l'hôpital, au lieu d'accident, à l'hôpital, aux urgences et partout. Donc, si vous voyez l'image,
So Lise, maybe we can ask the learners this next question. How would you define critical care? Where does it occur? Je vais demander à nos participants comment est-ce que vous pouvez définir les soins critiques? Où est-ce qu'on peut administrer les soins critiques? Comment est-ce que les soins critiques sont différents des soins intensifs? Est-ce que vous pouvez nous donner, qu'est-ce que vous en pensez, chers participants? Comment pouvez-vous définir les soins critiques et comment ils sont différents des soins intensifs? Nous encourageons les participants de mettre les réponses dans les chat box. We can start with one question at a time, maybe. What is critical care? How do you define critical care? Qu'est-ce que les soins intensifs et comment comment définissez-vous les soins critiques? Les soins c'est une partie des soins aigus. Ce sont des soins que vous donnez aux patients qui vont aider à changer leur prognostic. Si j'ai un patient qui a besoin d'oxygène, qui a besoin d'être intubé, si je l'intube ou bien je donne l'oxygène et que je donne ça au moment exact, ça c'est un exemple de soins critiques. Très bien. Nous avons des bonnes réponses dans les chat box qui sont dans le même angle de définition. Sauver la vie, ce sont des soins donnés aux gens avec des conditions mortelles. Ce sont des soins immédiats. Les soins urgents plus les soins intensifs égale soins peut arriver n'importe où à l'hôpital ou partout. Les deux points que nous pouvons tirer de cette définition est que ça dépend du temps, que ça doit être très urgent et que ce sont des soins qu'on donne aux conditions mortelles qui peuvent entraîner la mort du patient. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Dr. Lise? Je pense que ça va. Les ressources que nous avons parmi les ressources que nous avons peuvent être regardées comme une partie de la trajectoire ou bien du chemin que prend la maladie du patient et comment est-ce que le patient va être traité avant et après être admis aux soins intensifs. Identifier les patients critiques avant d'arriver avant d'avoir des conditions qui peuvent détériorer. Pour y arriver, on a besoin d'une combinaison de monitoring continu. Nous devons aussi continuer à suivre le patient après être sorti des soins intensifs parce qu'ils ont des problèmes à long terme comme des problèmes psychologiques. Docteur Lise, c'est quand vos patients partent des soins intensifs, est-ce que vous avez des problèmes ou des complications? Quand nos patients sont hors des soins intensifs, la maladie n'est pas finie, donc le patient peut encore détériorer à tout moment. C'est pourquoi il faut continuer à surveiller le patient pour voir s'ils peuvent détériorer et les ramener aux soins intensifs. Les soins commencent quand le patient est à l'hôpital
et jusqu'à ce que le patient ait permis de quitter les soins intensifs. Et après, nous devons continuer à le suivre et le surveiller pour ne pas détériorer. Wonderful. So these statements that we listed here are part of an article that was written in 2019. Ces définitions ici sont une partie de l'article qui a été écrit en 2019 par Vincent. C'est il est très connu comme un médecin des soins intensifs. Il a utilisé ce diagramme qui est bien. Donc, avant, on séparait toutes ces places physiques. Donc, on séparait les urgences, les soins intensifs. Et dans les nouvelles écoles, maintenant, il y a toujours une connexion. Ce n'est plus séparé. Donc, c'est une continuité. Un autre point important, beaucoup de gens considèrent les soins intensifs comme les soins intensifs et être très chers. Pourtant, les soins critiques peuvent ne pas arriver jusqu'aux soins intensifs. On peut toujours être aux urgences, dans l'ambulance. On peut toujours donner les soins critiques, pas intensifs. Ce n'est pas peut-être si cher parce qu'on peut aussi administrer ça aux urgences. Ce n'est pas cher comme les soins intensifs. Est-ce que vous pouvez confirmer, Dr. Lise? Ce n'est pas que le patient doit être physiquement dans les soins intensifs. Donc, un exemple, un enfant qui vient qui est déshydraté et qui est en choc, il peut ne pas aller aux soins intensifs, mais il a besoin, si vous ne donnez pas cette réhydratation immédiatement, le patient peut avoir des problèmes. Si vous ne donnez pas ça à temps, les soins critiques peuvent être donnés à tous les espaces, non pas seulement dans les soins intensifs. Merci beaucoup, Dr. Lise, pour partager l'expérience. Je vais vous donner les updates sur notre patient. Son passé médical n'est pas contributif. Il est en bonne santé, il fait des exercices régulièrement en jouant au football. Il n'a pas de passé chirurgical. Il est célibataire, il vit seul. Il boit l'alcool quelquefois. Il ne fume pas. Il n'a pas d'allergie, il ne prend aucun médicament actuellement. Il faut se rappeler qu'il a reçu le vaccin de Janssen il y a 4 semaines. Il n'a pas de saignement de la bouche ou de l'anis ou il ne crache pas du sang. Il n'a pas de problème de douleur de poitrine. Il n'y a pas de son CT scan montre une pneumonie qui est consistante avec le COVID. Avec le COVID, SARS, mais il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Vous, les médecins des urgences, vous décidez que le patient doit être admis à l'hôpital. Il doit des antibiotiques pour pneumonie, dexaméthasone, et vous ordonnez et vous attendez les résultats. And also the plan of admission with oxygen therapy and dexamethasone is also quite common. Adding antibiotics is a source of discussion. Donner oxygène, donner dexaméthasone, c'est accepté, mais quand donner les antibiotiques, c'est encore un sujet de débat. Je vais juste parler de soins critiques et
les conséquences des maladies critiques dans les adultes dans tout le monde. C'est difficile, c'est un concept qui est difficile à définir. On ne peut pas définir exactement une maladie critique avec un simple test ou une procédure. Donc, il faut utiliser des examens cliniques et des investigations. Et sont toujours en cours de débat. So just as Dr. Lee said that critical care occurs, les données sont toujours collectées dans les soins intensifs. Of course, most of our data même comes si les soins critiques se déroulent en dehors des soins intensifs. So, les données sont incomplètes. Mais peuvent être absents dans certains pays en voie de développement. Nous n'avons pas souvent des données pour nous donner une image globale. Les soins critiques, ils ont un taux de mortalité qui est élevé et le patient n'est pas arrivé aux soins intensifs. Nous allons demander à l'audience de répondre à cette question. Lesquelles des propositions suivantes sont considérées comme des patients critiques? Quelles de ces options sont considérées comme des soins critiques pour un patient? Reconnaître rapidement, faire un assessment et décider pour un patient qui est en train de détériorer. Intervention rapide et à temps pour les patients qui sont en train de détériorer. Identifier les signes de danger avant un arrêt respiratoire ou cardiaque. Donner une assistance d'un expert en réponse aux problèmes que les patients peuvent avoir. Toutes ces réponses sont considérées comme des soins critiques pour le patient. 88% ont dit que toutes ces réponses peuvent être considérées comme des soins critiques pour les patients. Et c'est vrai. Nous allons continuer nos objectifs. Nous devons définir les soins d'urgence et critiques. Reconnaître les deux domaines des soins d'urgence et de l'identification d'une maladie critique et des traitements critiques d'un patient. Déterminer une maladie critique en utilisant les signes de danger et les systèmes de détection. Améliorer les soins qu'on donne aux patients qui sont atteints critiquement. Par l'éducation, les protocoles. Je vais demander à Dr. Tim Becker de nous aider. Thank you so much, Anna. Nice to see everyone on this call. Many. Je suis content de voir tout le monde répondre. Yes, so I'd like to ask you all. Je vais vous demander une question. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les soins critiques et les soins d'urgence ont besoin de technologies très chères et avec des personnes très expertes. Vous pouvez répondre dans le chat box. So shall we end the polling, Diana? Yes. So it seems reasonably split between true and false, 42%. Un challenge
42% dit que c'est vrai et 58% dit que c'est faux. Il y a deux dans les chatbox qui fait 44. C'est très intéressant. Ça dépend des façons que nous utilisons ces deux terminologies et qui fait que nous avons dans les années précédentes, and it's a term that is used to try and define the most important, most basic, the kind of first level care for the critically ill patient. So EECC is defined as the care. Nous avons des EECC, ça veut dire Emergency Care. C'est un soin qu'on donne à tous les patients critiques qui doivent recevoir dans tous les hôpitaux du monde. C'est connecté au terme de soins avec une couverture universelle de santé. Ce sont des soins qui sont destinés à tous les patients qui doivent recevoir. On ne doit pas tenir compte de l'âge, du sexe ou de la maladie que le patient a. C'est un soin qui doit être moins cher. On n'a pas besoin, c'est irrespectif de l'âge, du sexe, du diagnostic, de la spécialité ou de l'endroit où le soin est donné. C'est un groupe d'action. Nous avons deux domaines qui sont utilisés dans les soins d'urgence et de critique. On doit identifier le patient d'abord et puis donner les soins. Pour donner ces deux procédés cliniques, nous devons être prêts dans nos hôpitaux avec un système en place qui a été désigné pour donner ce genre de soins. Nous avons des commentaires dans le chatbox. Et beaucoup de gens disent que EECC est très cher. Une personne qui a dit que c'est un challenge dans les pays à faire revenir en voie de développement. Et pouvez-vous donner votre expérience qui montre que le EECC est un soin qui n'est pas cher? Quelque chose que nous devons bien expliquer autour de ces deux termes est que beaucoup de gens pensent que ça doit être un soin sophistiqué et très cher. On doit donner qu'on donne aux soins intensifs. Ce que ICC est en train de faire est en train de changer les mentalités. Ce sont ce que ces patients ont besoin dans tous les hôpitaux du monde, dans chaque scénario. Comme notre cas ici, il y a un patient qui arrive aux soins intensifs, qui arrive aux urgences, même un hôpital de district qui n'a pas de soins intensifs. Donc, il a besoin d'un soin qui peut être donné n'importe où. On doit donner du fluide, on doit lui donner sa saturation, identifier s'il a besoin d'oxygène. C'est aussi un composant de l'ICC et ça n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être donné n'importe où, qui peut sauver la vie de beaucoup de patients. On n'a pas besoin d'attendre que le patient arrive aux soins intensifs pour donner le ICC. Si j'entends bien,
donner les liquides à un enfant qui est déshydraté et mettre un patient avec un oxymètre pour identifier la saturation est font partie des soins d'urgence et critiques. Oui, oui, c'est exactement ça. Nous devons être prêts en tant que médecin pour donner ces soins d'urgence et des soins. Des fois, nous ne sommes pas bien quand il faut vraiment donner les soins qui peuvent changer le pronostic du patient. Quand on attend que ce patient puisse avoir un traitement définitif, il y a des choses qu'on peut faire en attendant qui peuvent changer le pronostic du patient. C'est ce qu'on peut faire et qu'on peut donner ça partout et moins cher. C'est bien pour conforter ce qu'on parlait avant dans notre première session. Donc, ce sont des conditions qui mettent les patients en danger de mort. Même dans les hôpitaux dans des pays développés, il y a des gens qui échouent aussi de reconnaître des patients qui ont besoin de soins critiques. Donc, identifier un patient qui a besoin de soins critiques est une bonne attitude. Autre chose que je vais vous demander, docteur Tim. That training matters, and so ICU is very expensive. Est-ce que le training est très important dans les soins intensifs et c'est cher? The training doesn't have to be expensive either. What are your thoughts around le training le training comme une partie ici? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est une bonne question. L'idée est que les procédés ou bien les soins qu'on va donner, ou bien les interventions qu'on va donner dans l'ICC sont très simples. Donc, on ne va pas parler ici des intubations ou bien des ventilateurs. Mais même s'il y a des choses simples pour faire, il y a toujours des trainings qui sont besoin d'être donnés, comme des trainings pour faire des CPR, la resuscitation du patient. Pour les infirmières, les docteurs, quand quelqu'un a un arrêt cardiaque et qu'on essaie de le résusciter. Donc, tout le monde doit avoir le même entraînement, le même training pour avoir des techniques pour prévenir lorsque quelqu'un passe un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des genres de traitements qui sont dans les ICC, qui ne sont pas si chers. Je suis d'accord avec vous. Nous allons continuer. Nous avons deux éléments qui sont l'identification de la maladie critique et aussi les soins qu'on va administrer après. Le patient envoie l'hôpital dans la salle, un homme de 66 avec hypoxémie. Après avoir donné 3 litres d'oxygène par canule nasale, 2 heures après, le patient a une saturation qui descend à 86. Ça, c'est un exemple d'une maladie critique. Quel est le problème clinique qui a été identifié? Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre dans le chat box. Quel est le problème clinique que ce patient a? Qu'est-ce que vous voyez avec cette update sur le patient? Après 2 heures, il a sa saturation descendue à 86 malgré qu'il était sous oxygène de 3 litres par minute. Nous voyons hypoxie, détresse respiratoire.
Le problème, c'est que le patient a une saturation de 86% malgré l'oxygénothérapie. C'est un exemple d'identification d'une maladie critique. Qui est responsable d'identifier ce problème? Qui est responsable pour identifier ce problème? Vous pouvez répondre dans les chat box. Je peux dire tout le monde. Qui est responsable d'identifier le problème? Dr. Brian, qu'est-ce que vous dites? Je pense que tous les gens du team sont impliqués dans l'identification de la condition critique. Il faut que les soins puissent être améliorés. Nous avons des bonnes réponses dans le chat box. Tout le monde est responsable d'identifier les patients qui ont des conditions critiques. Quand nous considérons des endroits qui n'ont pas le même système, vous devez avoir un saturomètre qui sont à côté. Et il faut mettre la saturation comme un des signes vitaux. Comme quand vous mettre la saturation à l'oxygène comme une partie des soins vitaux obligatoires pour les patients. C'est une façon d'identifier les patients. Qu'est-ce qu'on doit faire après pour ce patient? Dr. Brian, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire pour ce patient? Ce patient aura besoin d'une escalation de soins. Il aura besoin d'oxygène. Where the trajectory is going. Wonderful. So the patient definitely needs more oxygen, but the patient may a besoin de beaucoup d'oxygène. Mais ce patient aussi peut avoir besoin d'être transféré à un niveau plus élevé de soins. C'est quand on peut considérer appeler SIGNA, que ce soit un infirmière ou un docteur, un SIGNA pour vous féliciter. Et peut transférer. L'infirmière vous appelle quand vous arrivez, le patient est alerte, mais il a un problème, il est en train de respirer difficilement. Il ne peut pas très bien, il ne peut que dire 2 à 3 mots. Il a toujours respiration de 27, température de 38,5, fréquence cardiaque 93, la tension artérielle 112,79 et la saturation 86. Quel est un exemple d'un système de l'hôpital quel est un exemple d'une intervention à l'hôpital ou d'un système de l'hôpital qui peut vous aider à identifier qu'un patient est en train de détériorer avant qu'il soit dans des conditions critiques? Est-ce que vous avez une idée d'un système développé dans l'hôpital? Okay. Je vais vous laisser continuer avec la section. Nous avons beaucoup de réponses. Je pense que c'est un point important. Il y a des choses qui peuvent être faites dans tous les pays en voie de développement ou développement. Nous avons des systèmes de réponse qui sont développés. C'est une très bonne initiative. Nous avons mettre des systèmes en place avec des codes qui peuvent donner des idées s'il y a un problème ou si on pense que la condition du patient peut détériorer. Nous avons un lien dans notre website. Vous pouvez cliquer, vous allez voir des systèmes qui sont développés. In contrast to standard cardiac arrest or code blue teams, which are summoned only after cardiopulmonary arrest occurs. Quand nous avons des code blue teams en cas d'arrêt cardiaque, nous devons avoir des groupes
interventions rapides qui sont désignées pour ce genre de patients qui sont en période critique avant d'avoir un arrêt cardiaque. Donc, nous devons développer des systèmes qui peuvent déterminer ces patients-là avant que le patient ait un arrêt cardiaque. Donc, les codes pour l'arrêt cardiaque, nous devons aussi avoir des groupes d'intervention rapide qui sont désignés pour intervenir. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 signes de danger qu'un patient peut présenter avant de détériorer? Ce sont des signes, est-ce que vous pouvez citer 3 signes de danger qu'un patient peut présenter avant de détériorer? Vous pouvez nous donner quelques exemples de signes de danger qu'un patient peut avoir avant de détériorer? Someone says tachycardia, good. Un qui dit tachycardie, très bien. Vous avez un problème, un changement de la mentation du patient. Ce sont des bonnes réponses. Ce sont des bonnes réponses. Nous avons des signes vitaux. Ce sont des choses qu'on peut avoir objectivement et qui peuvent nous Nous avons des changements dans la mentation du patient. Le patient ne peut plus être alerte. Nous avons un problème de diarrhèse. Nous avons une oxygénothérapie, saturation. À part les signes vitaux, nous pouvons avoir aussi un changement de l'alimentation. Ou bien quand il y a un membre de l'équipe qui a un problème avec la condition du patient, il peut avoir. Je suis d'accord avec les signes de changement d'alimentation. C'est différent, ce n'est pas un truc comme les signes vitaux. Ça, c'est un signe de danger rouge. On peut colorer ça en rouge, qui montre que la condition du patient est en train de détériorer. Des gens qui essaient de sédater le patient au lieu de chercher la cause de ce changement en mentation, et ils vont sédater les patients avant de déterminer la cause. Les agitations, la dépression, les changements d'orientation peuvent être des signes. Ce sont des signes que les organes nobles sont en train d'échouer. Il y a une bonne question dans le chat box. Est-ce que ces signes sont différents dans les enfants? Je pense que pour les enfants, quand les patients deviennent, ils ne sont pas responsifs. Pour les enfants, il y a d'autres signes qu'on va demander aux panélistes qui peuvent nous aider. I still can't hear you. Sorry, I think you must be muted. Je pense que vous êtes en mute, Dr. Lee. That's okay. Okay, what about Dr. Karima? We haven't heard from you yet. We'd love to include you in this conversation. Est-ce que vous pouvez joindre la conversation? So Dr. Lisa is helping us through the chat box since she's muted. So inability to feed is another one that I thought of as well. Quand les patients n'est pas en mesure de manger, ce sont des signes qui arrivent chez les enfants. Est-ce que News 2, quand est-ce qu'ils peuvent être utilisés et quel est le News 2 score pour ces patients? News 2 score, c'est un score qu'on utilise dans nos cliniquement. Pas un score qu'on utilise dans notre institution.
et peuvent être appliqués partout. C'est un système pour donner les points. Vous devez utiliser ça pour voir si le patient a besoin d'un soin critique. Ce sont des patients qui sont âgés de plus de 16 ans. Ce n'est pas utilisé dans les enfants. Nous devons utiliser ce score dans les urgences, dans le ward, avant d'aller à l'hôpital. C'est un système de triage pour voir comment la condition est critique. Et les gardes, nous avons une composante de fréquence respiratoire pour voir un degré d'arrêt respiratoire qui peut être hypercapnique, de COT. Nous pouvons avoir l'oxygénothérapie, nous pouvons avoir la température, nous pouvons aussi la tension artérielle. Ça vous donne un score et une recommandation. Et vous pouvez utiliser ça pour faire un triage, voir si vous pouvez un système qui peut vous donner. Pour notre patient a quel score si nous regardons? Notre score. Does he have risk factors for hypercapnic respiratory failure or retention of CO2? I would say no. He's not a smoker. He doesn't have emphysema. So I would say no. And then his room. Il n'a pas de problème respiratoire. Il n'a pas de problème d'arrêt respiratoire. Il n'est pas. Sa saturation était en 86. Donc, il a une oxygène, une température. Température, c'était 37.6. And his heart rate was 93, so we'll go here. And he wasn't confused, was he? He was alert. So we got 9 points. Nous avons 9 points avec ces News 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre patient, les scores de 9? Quand les patients ont un score de 8, ça veut dire que vous avez un risque qui est élevé. Ils ont besoin d'être revus urgemment par un hôpital et nous devons transférer un niveau plus élevé de soins. Je veux dire à tous nos participants que ce calculateur est gratuit. Vous pouvez voir ce site ici. Vous pouvez accéder à cette calculatrice et vous pouvez gratuitement. Ce n'est pas juste ce score qui est là, il y a beaucoup de scores qui sont gratuits pour beaucoup de conditions. Donc, vous pouvez regarder ce website et vous allez voir tout ce qui est ressources. Nous avons 2 composants, identification des patients et maintenant nous allons parler avec les soins pour les maladies critiques. Vous décidez d'augmenter le patient d'oxygénothérapie en augmentant le flot d'oxygène à 15 litres par minute en utilisant un masque avec réservoir. Ça, c'est un exemple de soins critiques. Comment est-ce que vous savez, comment est-ce que les médecins savent comment donner les soins appropriés? Comment est-ce que les médecins les médecins savent qu'ils doivent donner les soins appropriés? La réponse, training. Quoi d'autre? Éducation et training, c'est quelque chose. Nous pouvons aussi utiliser des choses comme des protocoles, des guidelines qui sont développés. Nous pouvons aussi voir
Nous devons avoir training et utiliser des scores pour savoir. Très bien. L'éducation et le training, c'est une partie importante aux additions de guidelines et des protocoles qu'on peut j'ai envie de passer cette information qui a un cours qui est disponible. Vous pouvez voir ça, ils sont gratuits. L'OMS a des cours gratuits. Donc, il y a, à part le Basic Emergency Care, il y a un autre cours qu'ils vont développer, l'OMS, pour aider à training en Basic Emergency Care. Ça, c'est le link. Si vous voulez étudier ou avoir un entraînement, vous pouvez cliquer là-bas et c'est gratuit. Ça, ici, ce sont des accès gratuits que vous pouvez utiliser. Ce sont des protocoles et des guidelines que vous pouvez utiliser pour trouver des soins critiques, des guidelines et protocoles sur les critical care guidelines. Il y a différents guidelines. The National Institutes of Health has COVID-19 treatment guidelines that are freely accessible. COVIDprotocols.org is a website. Ce sont des protocoles différentes ressources. Nos amis, nos organisations qui nous aident. Ce sont des protocoles que vous pouvez trouver en ligne qui sont gratuits. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens et vous allez trouver tous ces guidelines et protocoles. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat est-ce que vous pouvez nous donner ces links? Ils sont disponibles déjà. Vous pouvez avoir accès à tout ça dans notre Learning Center quand vous allez aller. Alana va vous donner les liens. Elle vous a donné ça. Alana vous a donné le lien où vous pouvez accéder à tout ça gratuitement. Nous allons commencer nous allons continuer avec notre session. Avec Dr. Fred. Bonjour, Dr. Fred. C'est très intéressant. Les gens qui prennent nous sommes tous des humains et nous sommes atteints par le stress. C'est pour notre physiologie. C'est quelque chose que nous devons gagner et nous devons nous en sortir malgré le stress. C'est pas juste fuir ou se battre, c'est aussi être paralysé et rester dans un milieu. Donc, on peut être stressé et ne plus parler ou ne pas dire quelque chose. Ce n'est plus, comme on disait avant, que c'est juste se battre et fuir. On est stressé, mais on peut aussi être figé sur place et paralysé. Quand vous avez vos pensées sont comme glacées parce que vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez un bon training, vous devez être en mesure de vous surpasser dans cette situation. Des fois, nous avons besoin de quelque chose rapide qui peut nous aider à agir rapidement. Des fois, nous n'avons pas de livres à côté de nous. Nous avons besoin de quelque chose de très rapide qui peut nous aider à utiliser. Il y a un livre ici des événements d'urgence. C'est un manuel d'urgence qui a été développé par les gens de Stanford. Vous avez la couverture, c'est table de contents. Ce sont les choses qui sont là et les pages. Donc, c'est rapide.
pouvez utiliser. Yeah, so I'm happy to do that, Dr. Main. So we have several scenarios Nous avons beaucoup de scénarios. Which one would you like to review? Nous avons des scénarios. Okay. Nous allons prendre le bronchospasme parce que c'est une chose qui peut être urgente, qui peut intervenir rapidement. Yeah, I was actually trying to go straight to that page. I'm not sure. So maybe we should On va just essayer de prendre un cas. Nous allons essayer. That it's available in multiple different languages and that Si vous pouvez avoir ça dans beaucoup de langages et download gratuits. the manual. So let's see if we can do that in real time. On va essayer de download le manuel et voir si on peut trouver quelque chose. Let me find it somewhere else in the meantime, but I can get it pretty fast, I think, here as well. Faster. I know I have it on my desktop. Hold on, Do you I'm going have to it stop. there? Yeah, I'm going to stop sharing briefly and I'll pull it up, but Okay. Nous sommes en train de chercher le livre pour trouver un cas qu'on peut discuter. Screen share then. Perfect. All right. Let's go ahead and do that. I'm going to do that. Share that. So what we're looking at now is Ça, c'est un cas de bronchospasme. Ça, c'est une page de ce manuel qui dit bronchospasme. Vous avez un truc pareil dans vos mains. Vous pouvez aller immédiatement et aider le patient. Les choses en rouge, ce sont les signes qui arrivent quand le patient a un bronchospasme. Il y a des suggestions que vous pouvez demander si vous voulez appeler à l'aide, vous avez besoin d'appeler une équipe, de mobiliser une équipe. En bleu, meaning the patients who have severe bronchospasm, especially if they're getting positive pressure. les patients avec bronchospasme sévère peuvent avoir l'hypotension à cause de l'air trapping, il y a l'air qui est coincé dans les poumons. Et vous pouvez déconnecter le patient du circuit pour faciliter une expiration complète. Et maintenant, vous avez le traitement. Ce sont des réponses qui sont bien des innate qui donnent des choses que tu fais directement, straightforward. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est quelque chose à te rappeler. Tu dois mettre le patient à 100% oxygène. Je vais changer le ratio inspiration-expiration sur la machine pour permettre une bonne expiration. Vous devez leur donner un long moment pour augmenter le temps d'expiration pour permettre une expiration de ce. Docteur Fred, comment vous utilisez ça actuellement dans une situation clinique? Dans une situation clinique, quand vous êtes en train de faire quelque chose, et vous pouvez être utilisé, vous-même pouvez être occupé à faire autre chose, vous pouvez juste donner à quelqu'un d'autre ou à votre assistant de lire ça pour vous et en train de vous rappeler les choses que vous pouvez oublier parce qu'il y a du stress et vous ne vous rappelez pas du tout à 100%. Donc, si vous utilisez ça et que vous donnez à votre assistant pour vous aider et vous rappeler et lire ça, ça peut vous aider. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ça dans une
système clinique où on peut être occupé en train d'incuber, quelqu'un peut vous lire ça à votre assistant. This is great. So when we go back to this true-false question, Nous revenons à cette question. Quand nous sommes dans un stress d'un événement critique, les docteurs sont susceptibles à utiliser tout ce qu'ils savent d'une façon optimale. C'est parce que des fois, vous avez le stress qui affecte le patient et le docteur. Tous ces scénarios sont très importants. Tamine, est-ce que vous avez utilisé ce scénario dans la vie réelle pour prendre soin de vos patients? Get past your ego. If you think like looking for a cognitive aid like this is a sign of weakness, or you're not. Si vous pensez que utiliser un guide là, comme celui-ci, c'est un signe d'idiotie ou bien de peu d'intelligence, que vous avez un problème, il faut s'émanciper et être humble pour utiliser ça. Ce n'est pas une erreur parce que nous sommes tous des hommes. Et ce n'est pas un signe de faiblesse intellectuelle. C'est bien pour vérifier si vous n'avez pas oublié quelque chose. C'est pour le bénéfice du patient. Il y a aussi un livre spécifique qui a été fait pour les urgences obstétriques. Donc, il y a le livre des urgences en général et c'est un document désigné pour spécifiquement pour les urgences obstétriques. Quand un patient est détérioré, c'est une situation très stressante et qui peut nous affecter, nous avons besoin de... Ce que j'aime avec ce genre de livres, ce genre d'aide cognitive, ils ont fait ça gratuit, ils ont fait des scénarios qu'on voit facilement dans la vie, ils sont facilement utilisables. Et ils sont dans beaucoup de langages. Dr. Fred, merci beaucoup pour votre parole. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas un signe de faiblesse d'appeler à l'aide et d'utiliser ces aides cognitives parce qu'ils peuvent améliorer le pronostic de votre patient. Les objectifs suivants sont lister les procédés cliniques qui ont besoin d'être identifiés et qui sont les procédés cliniques dont on a besoin pour identifier et traiter les cas cliniques et reconnaître les composants de l'hôpital. Un hôpital a besoin pour être prêt à donner des soins d'urgence et des soins critiques. Comment est-ce que IEC travaille en pratique? Comment est-ce que IEC est implémenté? Ça, c'est un concept. Et ce tableau montre les éléments qui sont importants pour les soins d'urgence et les soins critiques. Le rouge, nous avons besoin que notre patient arrive au box rouge. Ça veut dire qu'il doit survivre. Et avant de survivre, il doit être d'abord stabilisé. À ce stage, pour les stabiliser, nous devons lui donner des soins appropriés d'urgence critique. Donc, l'IECC a deux domaines, l'identification et les soins essentiels. Si nous identifions le patient et que nous donnons les soins critiques dont ils ont besoin, nous allons y arriver.
pour faire ça, nous avons besoin que l'hôpital soit prêt. Et tout ça inclut les trucs qu'on doit avoir à l'hôpital, les équipements, le staff, et que nous devons utiliser dans une façon productive. Et cette illustration nous montre ce que nous voulons faire pour notre patient. Ce truc peut nous aider à voir les gaps que nous avons dans notre système et pour améliorer. Le tableau ici donne les éléments qui sont nécessaires pour les soins d'urgence et de critique dans les hôpitaux. All right. Thank you so much, Tim and Anna. Merci beaucoup, Tim et Anna. So, in order for us to conceptualize the EECC, pour que nous puissions conceptualiser les IEC, nous devons définir les contenus des IEC. Avant d'avoir ce concept en tête, nous devons avoir les composants des IEC. Ce sont des choses que nous faisons tous les jours pour nos patients. Nous avons développé des systèmes dans nos hôpitaux pour nous aider à identifier les patients qui ont besoin de soins critiques et aussi la façon de les traiter. Nous avons invité les experts internationaux des différentes spécialisations. Ils travaillent dans les différents départements de l'hôpital, des urgences jusqu'aux chambres des patients. Nous avons invité ces experts. Les experts ont une exposition aux conditions de travail des pays moins développés. Pour nous aider. On fait un procès de Delphi. Nous avons eu à peu près 900 experts. On a pu être en mesure de définir les contenus de l'IEC. Eventually, with the study group, sat down and put these treatment and actions into clinical processes that are used for. Nous avons développé des procédés cliniques qui sont nécessaires pour donner les soins d'urgence et critiques. Ces procédés cliniques sont. Nous avons énuméré les procédés et nous avons aussi énuméré les choses dont nous avons besoin, les matériaux dont nous avons besoin pour délivrer soins d'urgence ou critiques. En utilisant beaucoup de guidelines et faisant un literature search et les experts. Nous avons des catégories différentes. Nous avons 9 catégories. Nous avons les équipements, nous avons les consommables, les médicaments dont nous avons besoin pour ces soins aux patients. En total, nous avons 40 procédés cliniques. Here for provision of the clinical processes. At the same time, in this paper, we also define the essential diagnosis for critically ill COVID-19 patients.
donner des définitions spécifiquement à un patient avec COVID-19. Et nous avons aussi quelques procédés et procédés que nous allons voir pour COVID-19. Je peux donner de part pour nous expliquer les procédés cliniques. Merci beaucoup, Kalima. Ces choses ne sont pas nouvelles pour vous, donc ne prenez pas ça avec genre de EG, ce sont des choses qu'on présente tous les jours. Il y a une liste ici que nous utilisons par So I think I will not go through bit by bit on these. All of these. Je ne vais pas aller dans tous ces points. Vous pouvez voir cet article et vous allez voir ces compositions. Cette liste est il y a des procédés cliniques que nous avons fait pour nos patients pour identifier les patients avec qui ont besoin de soins cliniques. La liste l'hôpital doit utiliser les signes vitaux pour identifier les soins critiques. Quels sont ces triages, quels sont ces signes vitaux qui sont donnés. Ce sont les standards minimums. On vous dit comment faire. Donc, exemple, vous devez voir chaque 24 heures, vous devez vérifier l'état du patient qui vous pensez peut avoir un risque d'avoir une maladie critique bien déterminée. Ce sont genre des procédés cliniques qui vous aident à utiliser ces équipements. Chez des heures de vaccins. Pour compléter ce que vous avez dit. Ça peut être simple, mais il y a des places, il y a des places où il n'y a pas de saturomètre. Donc, vous pouvez maintenant voir que c'est un gap que vous avez dans votre institution et essayer de faire faire un état des lieux pour monter vos équipements et mettre les systèmes par ça pour améliorer l'état de vos patients. Et maintenant, vous avez aussi des procédés cliniques pour le traitement. Donc, vous pouvez voir. Ça, ce sont des soins essentiels. Par exemple, si nous allons à la respiration, vous devez optimiser la position du patient, vous devez donner oxygénothérapie en utilisant les équipements que vous avez. Vous pouvez faire une ventilation avec l'embout bag si le patient a un arrêt respiratoire. Si votre hôpital peut faire ça, fantastique, mais si il y a des gaps que vous avez, vous devez essayer de vous améliorer. And that leads us back to Karima to then talk about what things are required in the hospital to provide these clinical processes. Thank you so much, Tim. So as Tim has just stated, Karima va nous dire choses que l'hôpital doit avoir, les équipements que l'hôpital doit avoir pour être en mesure de donner ces soins critiques. Ce sont des choses basiques, des équipements basiques. Pour l'identification, les choses que nous avons voir, beaucoup sont déjà disponibles dans vos hôpitaux. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez vous mettre en
Nous avons les consommables, les savons, les désinfectants, vous avez des équipements comme des satyromètres. Nous avons besoin de gens qui sont bien entraînés, un training pour identifier les patients qui ont besoin de soins critiques. So those people, we can see in our setup that we have nurse assistants running wards, running departments, sometimes taking care of patients. So they Dans notre système, nous avons des infirmières spécialisées qui prennent en charge de nos patients. Nous devons les entraîner, équiper avec cette connaissance pour identifier les patients. Et après avoir donné aussi donné ces genres de basiques et ces soins critiques qui sont très basiques. Si un patient est inconscient avec sécrétions, vous pouvez être en mesure d'identifier ce patient a des sécrétions avec les sons des sécrétions qui sont dans les voies respiratoires. Et vous devez avoir donc l'électricité et avoir une machine pour faire un sac pour retirer ces sécrétions. Vous avez aussi besoin de consommables comme les cathéters pour pédiatriques, pour avoir des staloïdes, vous pouvez avoir des oreillers, vous pouvez avoir des médicaments comme adrénaline, diazépam qui peuvent être là pour vous avez aussi des ressources humaines qui peuvent vous aider dans l'identification, dans la dispense de ces soins intensifs, dans ce soins critiques dont nous parlons ici. Vous pouvez avoir des employés qui savent comment donner l'oxygène, combien d'oxygène il faut donner, comment est-ce qu'il faut évoluer, escalader l'oxygène. On doit faire des routines, tout ça, on fait ça à partir de nos routines. Nous devons aussi avoir des infrastructures aussi simples pour pour donner ces soins. Nous devons avoir des stations pour les infirmières, nous devons avoir un espace pour ce genre de soins. Donc, l'infrastructure aussi est importante. Pas nécessairement un intensif qui a une bien soins intensifs. Quels sont les procédés généraux? Avec ces procédés généraux, je dire que ce sont les guidelines pour nous aider à appliquer ces processus qu'on vient de voir ici ultérieurement. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut appeler un signe, savoir quand est-ce qu'il faut transférer le patient, quand est-ce qu'il faut escalader les care. Ça, ce sont des procédés généraux qui vont vous aider à utiliser ces processus, comme on vous a dit, ou bien ces procédés cliniques qu'on a ultérieurement. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser cliniquement pour identifier les patients qui ont des maladies critiques. Donc, si vous avez le temps pour aussi revoir ces signes, ce sont des points extra. Donc, les signes que vous pouvez utiliser pour identifier un patient avec maladie critique. Chose qu'on a dit au début, un enfant qui ne peut pas manger, ne peut pas téter, signes de malnutrition, tout ça sont des signes additionnels qui vont vous aider à détecter ces patients avec des maladies critiques. Dr. Karima, you said there were additional elements for COVID-19 patients that were identified.
Là, ce sont des éléments additionnels pour des patients maintenant spécifiques pour les patients avec COVID-19. Les patients de COVID-19, on doit avoir ces signes qu'on a dit avant. Ils doivent avoir le soin que tous les patients qui sont des maladies critiques. Mais il y a des signes, il y a des procédés cliniques qui doivent être spécifiques pour les patients avec COVID-19. Il y a quelques procédés cliniques additionnels qui sont spécifiques aux patients avec COVID-19. Un exemple, pour faire le monitoring de la saturation pour ces patients, vous devez le faire toutes les 6 heures, utilisant un saturomètre. C'est pas ne doit pas utiliser pour tous les patients, mais c'est spécifiquement pour les patients avec COVID. Donc, ce sont des points additionnels à ceux qu'on a vus précédemment parce que les patients avec COVID sont des patients qui sont malades. À part ce qu'on a vu précédemment, ça, ce sont des signes additionnels ou bien des procédés additionnels qui ont été spécifiques pour les patients à COVID-19. Être isolé, par exemple, ce sont des choses qui sont spécifiques pour les patients avec COVID-19. Going back to critical illness affecting both the provider, I think the pandemic and COVID-19 has also caused a lot of stress for providers. So this is helpful to know. La pandémie de COVID-19 a augmenté beaucoup de stress, un stress additionnel pour les les agents de santé qui ont été affectés par ce COVID-19. Aussi, on peut utiliser d'autres procédés cliniques pour donner un bon soin. Je vais remercier les gens qui sont à l'origine de cette étude. Quand nous parlons de prolonger les capacités des soins intensifs ou bien les soins critiques, nous devons avoir des trucs pareils qui nous aident à faire une bonne implémentation. C'est un très bon boulot pour le secteur de cette activité. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant de passer à la suite? I guess just to say that it's now out there, it's published, so please everyone just feel free to... Je vais juste dire que l'article est déjà publié et vous pouvez utiliser, ce sont des procédés qui peuvent être améliorés et peuvent être utilisés pour analyser nos gaps et optimiser nos hôpitaux pour être prêts à donner les soins optimaux possibles pour nos patients. Merci. EECC doit être pratiqué partout, même dans les pays en voie de développement. Les gens qui sont membres de ce panel ou bien de ce groupe doivent développer des initiatives pour appliquer et implémenter les EECC dans leur Nous devons identifier les gaps. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder les standards que nous avons et comparer avec les minimum standards qui sont désignés pour l'EECC, comparer avec les standards que nous avons à notre hôpital. Et quand vous avez vu ces gaps, vous pouvez alors voir dans quel domaine vous allez mettre plus d'efforts pour l'implémentation et augmenter des ressources. Faire une advocacy pour l'oxygène.
parce qu'avec cette pandémie, nous avons vu que nous avons des manques d'oxygène partout. Donc, nous devons faire une advocacy pour faire que l'oxygène soit disponible partout et dans les pays en voie de développement. Nous devons faire une advocacy pour l'oxygène. And so for any one thing within EECC, let's use the example of the pulse oximeter. Si nous avons un exemple de saturomètre, on va voir la réalité comparée avec best practice, ça veut dire les suggestions des procédés cliniques. Et quand vous avez aussi ces gaps, vous pouvez acheter un saturomètre et introduire ça dans les signes vitaux obligatoires que vous devez voir tous les matins. Et vous devez aussi avoir des objectifs que vous devez pour voir ce qu'il faut y arriver. Vous devez identifier comment est-ce que votre hôpital est prêt. Donc, pour penser à ça, vous devez voir les staffs, ça veut dire les gens qui travaillent, les staffs, les matériaux que vous devez utiliser, l'espace et les systèmes. Ce sont des façons de voir le gap. Alors, vous devez développer un plan pour chaque gap que vous avez identifié. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle S-bar ou SWOT pour vous aider. C'est un exemple pour détresse respiratoire. Il n'y a pas de policy pour saturomètre, mais la pratique exige que vous devez avoir les saturomètres dans tous vos signes vitaux. Vous devez avoir ça à des intervalles réguliers et ils doivent être notifiés si vous avez un mauvais signe. Et si vous avez des gaps, ça veut dire que vous n'avez aucun signe avec le saturomètre. Vous n'avez pas de limites pour voir. Donc ça, c'est un exemple de comment vous pouvez faire un plan. Après avoir pris des actions pour corriger ces gaps, vous devez alors faire un monitoring et une évaluation de l'implémentation. Ça, c'est un exemple qui peut vous aider à planifier et à compléter vos gaps si vous en avez dans vos institutions. Faire un système SBAR, situation, background, assessment, recommendation. Ce sont des systèmes qui vous permettent de développer des systèmes d'analyse pour vous aider à réfléchir. So with that, I want to just review our practice change objectives and thank. Avec ça, nous allons revoir nos objectifs et remercier nos panélistes. Ils ont été exceptionnels. La contribution n'a pas de prix pour notre cours. Je pense que nous avons bien fait. Merci pour tout le monde. Vous avez défini les soins critiques et les soins intensifs. Vous avez donné des domaines où on peut appliquer les soins intensifs. Et nous avons exploré la continuité des soins critiques qui peuvent être donnés partout, peuvent arriver n'importe où, et peuvent être pédiatriques ou cancérogènes. Ça peut intervenir avant l'hôpital, à l'hôpital, pas seulement les soins intensifs. Nous avons défini les traitements d'urgence et critiques. Nous avons vu les deux domaines. Nous avons un groupe des experts. Nous avons défini les IECC. Nous avons vu des signes de danger, les systèmes pour nous aider à identifier ces signes. Nous avons vu les ressources pour le training. Maintenant, c'est à vous de faire l'implémentation de toutes ces ressources que vous avez données et de faire une advocacy pour l'oxygène. Faites ce que vous pouvez là où vous avez, avec ce que vous avez. C'est la première fois que nous sommes à temps.
c'est très bien avec, vu tout ce que nous avons ici. C'est un patient qui a eu COVID-19 après avoir reçu son vaccin. Juste pour rappel, les vaccins sont bien pour nous aider à ne pas avoir de formes graves, mais ce n'est pas protectif à 100%. Il faut continuer à protéger. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci à tous les participants pour cette discussion. Merci.